Mon côté gauche, il a un peu tendance à faire comme ça. Ma voix, j'ai une voix de crooner. Hein. Annabelle, je voulais ça. Je reprends un micro. Si on vous promet qu'en une formation, vous allez diminuer vos TMS, c'est pas possible. Bonjour et bienvenue sur ASAP, le média de l'entreprise qui bouge. Ici, on parle de santé, de sport et de bien-être au travail. Aujourd'hui, on reçoit Annabelle Dacounien-Lefebvre. Elle est ergonome et consultante en prévention des risques. Et elle va répondre à une question. Pourquoi avons-nous mal au travail ? Annabelle, je voulais savoir quelles sont les douleurs que tu vois le plus souvent. Alors, on a tendance à penser que la douleur du dos, c'est la douleur principale, sauf que finalement, c'est plutôt les douleurs au cervical, moi, que je vais beaucoup voir, et les douleurs du membre supérieur. Ok. Donc les membres supérieurs, on va avoir les douleurs d'épaule, qui sont vraiment très importantes, et puis les douleurs du poignet. Et tu retrouves ces douleurs dans tous les métiers, que Ouais. tu audites ? Alors avec des proportions qui vont être différentes, mais effectivement, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans des abattoirs, que ce soit dans le soin, c'est des douleurs qu'on va retrouver partout. D'accord. Est-ce que ces douleurs sont devenues banales dans le travail aujourd'hui, selon toi ? Alors, banal, c'est un terme qui me dérange parce Ok. que banal, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui est normal. Et il faudrait justement pas qu'elles soient banalisées. Elles sont malheureusement normalisées et elles sont un peu trop fréquentes. Mais effectivement, on les retrouve beaucoup. Ok. J'avais une question que je me posais justement. Est-ce que ces douleurs, on les retrouve en fin de carrière ou est-ce qu'on peut les retrouver en début de carrière professionnelle ? On peut avoir l'impression que c'est de l'usure et que du coup, c'est un truc de fin de carrière, on va retrouver ça chez des personnes qui ont 50, 60 ans. Et en fait, ça peut aller très, très vite, notamment sur le membre supérieur parce que, notamment au niveau du coude, au niveau du poignet, au niveau de l'épaule, c'est des articulations qui sont mobiles dans beaucoup de directions, qu'on sollicite énormément. Et donc, du coup, les pathologies, elles vont apparaître très, très vite. D'accord. Et il suffit d'une exposition de quelques semaines pour déclencher, par exemple, une épicondylite au niveau du coude, qui est une pathologie inflammatoire. Et du coup, c'est très, très douloureux. Ok. Et ça, du coup, tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, et tu vas déclencher ces pathologies-là. Là, tu as parlé de gestes, tu parles de posture. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, faut voir que les douleurs, en fait, c'est les phases d'une même pièce avec ce qu'on appelle les risques psychosociaux. C'est-à-dire que on a souvent dit pendant très longtemps, en gros, il y avait les troubles musculo-squelettiques, donc la douleur physique pour les cols bleus, et puis le stress, les risques psychosociaux pour les cols blancs. En fait, c'est pas vrai. C'est les deux faces d'une même pièce, et selon les personnes, ça va se manifester soit physiquement, soit psychiquement. Et donc, il va y avoir des répercussions d'un côté ou de l'autre en fonction des gens. Et les causes, en fait, au départ, sont souvent les mêmes, elles sont organisationnelles et derrière, elles vont avoir des répercussions sur l'organisme. D'accord. Donc l'organisation d'abord, avant que ce soit les gestes et les postures. Tout à fait. Ok. Alors Annabelle, on va parler de travail réel versus travail prescrit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors ça, c'est une notion vraiment centrale en ergonomie. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder ce distinguo entre ce qui a été pensé au niveau de l'organisation et ce qui se passe vraiment dans le travail. Il faut bien comprendre que si les salariés appliquent strictement ce qui est pensé par l'organisation, le prescrit, la fiche de poste, la prescription, le travail ne fonctionne pas. Chez personne, jamais. Parce que les salariés, pour que ça fonctionne, tout ce qui n'a pas été écrit, tout ce qui n'a pas été pensé, tout ce qui rate, il faut qu'ils mettent de leur intelligence, il faut qu'ils mettent de l'astuce, il faut qu'ils gagnent du temps, il faut qu'ils tiennent la douleur, il faut qu'ils tiennent plein de choses. Et tout ça, c'est les salariés qui vont le mettre. Soit individuellement, soit collectivement, parce qu'ils vont s'entraider, parce qu'ils vont se filer des astuces, etc. D'accord. Et en fait, cette différence, elle est invisible aujourd'hui ? Deux façons de le voir. Tu as des entreprises qui vont dire ah là là, c'est des écarts à la prescription, c'est interdit les écarts à la prescription, qui vont pas se poser de questions. Tu as des entreprises qui ne le voient absolument pas. Et moi, j'ai une anecdote comme ça qui est assez rigolote. J'avais fait une visite dans une usine. Et en fait, il y avait un salarié, on faisait la visite de l'usine, et puis il faisait un petit geste comme ça avec les doigts. Il fabriquait des hameçons. Et ça, c'est un petit geste qui est très, très
enfin, a priori, sur une usine, c'est pas du lean, c'est Ouais. vraiment trop Bah oui, fin oui. pour être un geste qui existe. Et donc, j'ai eu trop envie d'aller lui poser la question de ce que c'était que ce petit geste. Et en fait, au début, il a été très étonné parce que personne ne venait jamais lui parler. Et il m'a expliqué que, en fait, il fabriquait des hameçons. Et donc, pour faire tenir la partie, du coup, crochet de l'hameçon avec ce qu'il allait fondre, donc l'autre partie, il avait 2 moules, un peu comme 2 moules à gâteau qui venaient se fermer. Et en fait, ça tenait pas. Donc, en fait, sur toutes les années dans l'entreprise, il avait développé une sorte de pâte qui venait pas modifier son produit fini. Et donc, cette petite pâte, il la collait, ça lui permettait de tenir ses moules et d'avoir un alignement parfait. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit: «Mais vous en avez parlé?» Il me dit: «Oh là là, surtout pas, je veux pas me faire engueuler». Et en fait, c'est un monsieur qui était, quasiment arrivé à la retraite et bah, typiquement ce genre de choses, quand il va partir à la retraite, ça sera perdu, ce savoir-faire. Et la personne qui va reprendre le poste derrière, ce sera un jeune et on va dire: «Bah, de toute façon, t'es un imbécile, de toute façon, tu sais rien faire, ça fonctionnait très bien avant, donc t'es incompétent» et ça va tomber sur la personne qui arrivera derrière. Donc il y a un problème de transmission aujourd'hui, tu dis, entre les anciennes générations et Clairement. les nouvelles qui Il arrivent? y a des parce que justement ce savoir-faire, c'est ce qu'on appelle, les savoir-faire de prudence sur la sécurité, toutes ces, astuces, tous ces tournements, toutes ces choses-là, en fait, aujourd'hui, elles sont de moins en moins transmises, elles disparaissent, il y a plus de tuilage. On attend qu'une personne parte pour remplacer, voire on remplace pas du tout. Donc tout ça, c'est perdu. Il y a énormément de savoir-faire, surtout qu'on a toute une grosse génération qui va partir avec ses compétences, avec tout ce qu'ils savent faire et bah, ça va être des grosses pertes. C'est très important pour les entreprises, il faut qu'elles s'en rendent compte parce que c'est du savoir-faire, c'est de la sécurité, c'est de la qualité et tout ça, c'est le travail réel et tout ça, c'est pas dans les prescriptions. Qu'est-ce que ressent un salarié quand le travail commence à abîmer son corps? Alors, il y a différents, dans ce que j'ai pu observer, il y a différents processus. Il y a le déni, souvent. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas se dire que c'est le travail qui les abîme. Heu, L'humain est quand même bien fait. Si tu sais que tu te fais mal en allant faire quelque chose, a priori, tu le fais pas. On le voit avec les gens qui fument, ils veulent pas se dire que ça va les rendre malades et ben, c'est pareil avec le travail. Donc la première chose, c'est le déni. Après, il y a des phénomènes de colère. Donc là, on va avoir des gens qui vont être en colère après leur travail. Ça peut être le cas après des accidents du travail notamment, où des gens qui étaient très investis deviennent très en colère, ont des comportements complètement différents, agressifs, en retard, et cetera. Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, le travail les a blessés et il y a vraiment une rancœur et donc la rancœur contre le travail peut pas être en rancœur contre quelque chose qui n'est pas matériel, donc ça peut se transposer sur le chef d'entreprise, sur les RH, sur des personnes qui vont matérialiser le travail. OK, d'accord. Et en fait, ils s'en rendent compte tout de suite ou trop tard? Alors c'est pareil, ça va dépendre du type de pathologie, ça va dépendre du niveau de douleur. Il y a des fois, le salarié a pas le choix de s'en rendre compte parce qu'il peut plus travailler. Si, il a, une articulation comme une rupture de la coiffe des rotateurs, c'est une pathologie de l'épaule où l'épaule va plus fonctionner, il ne peut plus travailler. Donc, là, il a pas le choix. Il y a pas le En choix, ouais. fait, il y a pas le choix. Il y a des pathologies qui sont plus, par douleur, par vague et donc là, le salarié s'accroche. Il s'habitue à la douleur? On peut s'habituer à la On peut douleur? s'habituer à la douleur. D'accord. Les gens travaillent en serrant les dents et des fois, ça va être plutôt le conjoint, Ah OK. qui va râler parce que OK. la personne, devient, désagréable, crie sur les enfants. La personne dort mal la nuit, donc le conjoint dort mal la nuit, et en fait, il y a des répercussions comme ça où, le salarié finit par consulter, finit par, accepter l'arrêt de travail, parce que contrairement à ce qu'on entend, il y a beaucoup de salariés qui ne prennent pas les arrêts de travail sur ces Ah pathologies-là oui? OK. parce que, Ils ont besoin de bosser? il y a besoin de bosser, il y a l'aspect financier, il y a la honte d'être faible, d'être fragile. OK. Il y a aussi l'aspect de laisser tomber ses collègues. Je pense notamment, aux soins où, bah, quand vous avez, un service où, déjà on est en sous-effectif, si vous êtes en arrêt de travail parce que vous avez mal au dos ou parce que vous avez une pathologie de l'épaule, vous savez que, eh ben, ça va être répercuté sur les autres collègues qui ont aussi souvent des pathologies et donc du coup, il y a cette, difficulté de se dire: «Si je suis en arrêt, je suis une charge supplémentaire pour mes collègues».
Et alors, à quel moment le corps dit stop réellement? Encore une fois, ça va dépendre. Ça va dépendre, de la physiologie de chacun, de la tolérance à la douleur, des événements de la vie et de la façon dont le salarié aussi est soutenu dans l'entreprise. Il y a, des fois où, c'est le médecin du travail qui va dire stop, qui va Ok, dire, «Là, je vous mets en inaptitude temporaire ou définitive parce que c'est plus possible». Ça peut être, le médecin traitant aussi qui dit: «Là, c'est plus possible». Ça peut être, un matin, le salarié, en fait, il peut plus du tout fonctionner, il est complètement bloqué, littéralement. Des fois, quand le corps lâche, mais que ça veut pas, ça fait trop mal, c'est la tête qui lâche, le que lien entre le corps et la le tête, lien entre le effectivement. corps Ouais. et la tête. Mm. Donc le salarié, craque, et fait une dépression. Et puis des fois, c'est mieux accompagné. C'est-à-dire que dans les entreprises ou à l'extérieur, il y a des services d'accompagnement, Ok, au maintien dans l'emploi qui ok, permettent justement d'accompagner des salariés qui ont des problématiques de santé. ok. Donc, c'est pas trop tard. C'est pas trop C'est pas tard. trop tard ni pour l'entreprise ni pour le collaborateur à ce moment-là. Et en fait, Ok. c'est ça qui est important à faire passer comme message, c'est que, faut pas essayer de tenir le plus longtemps possible en serrant les dents, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on commence à avoir mal, au plus tôt on agit, au plus tôt on peut faire quelque chose, au plus tôt on peut aménager. Et dans le pire des cas, si vraiment on sait que la pathologie va dégénérer et qu'il faudra arrêter l'emploi, plus tôt on s'y prend, plus tôt on a des possibilités de reconversion professionnelle et plus tôt on pourra faire des choses. Plus on laisse traîner, plus le risque c'est de perdre son travail et toute possibilité de travailler. Ok. Pourquoi les entreprises ne voient pas ou pas assez ces problèmes aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est qu'elles ne voient pas les problèmes ou si c'est qu'elles ne savent pas quoi faire. Ok. Je pense que ce serait plutôt la deuxième possibilité. C'est un manque d'observation? C'est un manque d'observation ou un décalage avec le terrain? Je pense que ça dépend vraiment des entreprises. On ne peut pas mettre toutes les entreprises au même niveau. Euh, Il y a des entreprises, c'est des politiques d'entreprise. Voilà, c'est, un salarié, ça se remplace. Donc celles-là, moi, je les mets de côté parce que de toute façon, heu, c'est des entreprises qui s'en fichent. Donc celles-là, de toute façon, voilà, c'est leur Hmm. politique d'entreprise, c'est des conditions de travail dégradées volontairement, peu importe. Par contre, il y a des entreprises qui vraiment ne savent pas faire, qui se disent que, elles ont pas les compétences, que ça va coûter très, très cher, qui savent pas par où commencer, qui ont l'impression qu'elles vont ouvrir une boîte de Pandore si elles commencent à s'occuper des conditions de travail et c'est un peu, la politique de l'autruche: «Si je regarde pas, il y a pas de problème». Heu, il y a des entreprises qui veulent faire, qui essayent de faire, mais en fait, il y a tellement de désinformation, sur la santé en entreprise qu'elles savent pas vers qui se tourner. Elles pensent bien faire, mais elles se trompent. Voilà, exactement et elles vont aller, vers, des choses, qui, sont très bien marketées, où on va avoir, «Ah ben, on vous promet de diminuer, vos TMS avec une formation». C'est impossible. Enfin, si on vous promet, qu'en une formation, vous allez diminuer vos TMS, c'est pas possible. Si on vous promet qu'avec un massage, on va diminuer vos TMS, c'est pas possible. Si on touche pas à l'organisation du travail, ça va pas diminuer les TMS. Et effectivement, c'est séduisant. Si, demain, vous avez très, très mal et qu'on vous dit: «On vous fait un bisou magique et c'est fini», bah oui, vous allez avoir envie d'y aller, forcément. Ouais. C'est plus séduisant que de vous dire: «Bah non, il va falloir faire de la rééducation, ça va être long et puis, il va falloir, vous investir, venir toutes les semaines, ça vous coûtera pas forcément cher, mais il va falloir vous investir en temps». Hmm, ok. Voilà, forcément, c'est moins sexy. Ouais, c'est sûr. On avait parlé ensemble de la croissance d'une entreprise quand une entreprise grandit vite. Ça m'avait marqué ce que tu m'avais dit. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors effectivement, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Des entreprises qui fonctionnent très bien quand elles sont petites parce que, soit, tu as un patron qui faisait le job, alors c'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans le BTP, un gars qui était plombier et puis, il commence à prendre un gars, 2 gars, 3 gars, ça fonctionne bien et puis ça passe à 20, ça commence à devenir un peu just et puis alors à 50, c'est la cata, en fait. Parce qu'il a continué à fonctionner sur le même principe, et il n'a pas mûri l'organisation. Sur le même schéma qu'une Voilà, une TPE ou une PME. c'est ça
Et en fait, il sait pas structurer au niveau du risque, au niveau, de ses stockages, au niveau de ses approvisionnements, Mmh. et en fait, tu peux pas fonctionner avec 4 personnes en transmettant les informations parce que tu te croises, qu'avec 50 personnes parce que tu verras pas les 50 personnes, parce que tu vas pas pouvoir passer les messages de prévention, parce que, quand tu as un gars, bah, tu lui poses la question sur ses chaussures de sécurité, «Est-ce que ça va?» Est-ce que tu peux faire un test facile quand tu as 3 personnes, quand tu en as 50, c'est pas la même chose. Et en fait, toutes ces choses-là, bah, il faut les structurer quand une entreprise grossit. Et en fait, souvent, ce dont je m'aperçois, c'est que les entreprises qui grossissent, tous ces processus de structuration, et ben en fait, elles savent pas faire. Et donc, en Repenser fait, l'organisation. voilà. Et Ok, donc, du coup, elles vont coller des postes, ok, elles vont faire du copier-coller. ok, Sauf que ça fonctionne pas. ok. Parce que grossir, c'est pas que faire du copier-coller. Il y a la façon dont les salariés vont communiquer, vont pas s'entendre, parce qu'il y a aussi ces régulations-là à faire, vont au contraire très bien s'entendre et développer des choses qu'il va falloir récupérer, qu'il va falloir penser, qu'il va falloir garder. Et tout ça, en fait, il faut à un moment donné se dire bah, qu'est-ce que j'en fais, comment je les garde, comment je les construis. Et ça, c'est hyper important de le penser. Et en fait, quand on grossit, bah, le risque, c'est le chef d'entreprise est toujours tout seul. Il reste tout seul et en fait, à un moment donné, son temps, il est pas extensible. Donc s'il n'est pas accompagné, s'il se fait pas aider, s'il se structure pas, bah, le chef d'entreprise, à un moment donné, il explose. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de souffrance chez les chefs d'entreprise qui explosent aussi. On va passer aux solutions, Annabelle. Par quoi devrait concrètement commencer une entreprise, selon toi? Alors, la première chose, je pense que c'est de remettre, le travail au cœur des sujets. Alors quand je dis le travail, c'est vraiment le travail réel. C'est d'être capable de dire ce qu'on fait. C'est la première question que je pose aux entreprises et j'ai des réponses des fois qui sont ubuesques avec des entreprises qui savent pas me répondre. Ça, en fait, si, l'entreprise elle est pas capable de comprendre à quel point c'est important pour les salariés, cette Mhm. question du travail réel, de ce qui est fait, du sens du travail, bah, déjà il y a un loupé. Ok, La première chose, c'est déjà de comprendre ce qui est important pour ces salariés dans le travail et pourquoi ils d'accord. viennent le matin. Dernière question, Annabelle. Quel est le plus grand risque si on ne s'occupe pas du travail réel aujourd'hui? Alors là, moi, c'est très clair pour moi, c'est de couler la boîte. Aujourd'hui, si tu t'intéresses pas aux gens qui font le travail, qui font tourner ta boîte, bah, le risque, c'est qu'à un moment donné, tu perdes ta main-d'œuvre, tu perdes la qualité du travail, tu perdes les savoir-faire et donc du coup, bah, demain, tu plus de boîte, quoi. Merci de nous avoir suivis. Si vous aussi, vous avez mis en place de belles initiatives dans votre entreprise en matière de santé, de sport ou de qualité de vie au travail, n'hésitez pas à nous écrire à contact@azapmedia.fr. Moi, je vous dis à bientôt.